Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+. Les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Je ne vous parlerai pas cette semaine d'Élite, la série espagnole qui vient de lancer sa saison 5 sur Netflix, même si, à titre personnel, pour moi, Élite, oui, c'est de l'arnaque. Non, aujourd'hui, on vous parle des Anna Delvey, Simone Leviev et autres célèbres escrocs qui font les belles heures des plateformes de streaming en ce moment. Série, documentaire, mais pourquoi les arnaqueurs ont-ils le vent en poupe ? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'À la demande, le podcast de Télé Loisirs consacré aux plateformes de SVOD. Le thème de la semaine s'appuie notamment sur la sortie de The Dropout, une nouvelle série à voir sur Disney+, adaptée encore une fois d'une histoire vraie. Mes deux invités, eux, sont des gens bien sous tout rapport, je vous le jure, mais ils ont développé une sorte de fascination pour ces escrocs. J'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Fuseau et Marc Arlin. Bonjour à tous les deux. Salut, tu t'avances un peu de mon côté. Salut Laurent, salut tout le monde. En fin d'émission, l'acteur Jean-Michel Tinivelli vous dévoilera l'une de ses séries coup de cœur sur les plateformes. Vous avez peut-être remarqué sur Disney+, The Dropout, sorti le 20 avril. Elle raconte l'histoire d'Elizabeth Holmes, une jeune chef d'entreprise milliardaire. Elle est à la tête de Theranos, une entreprise censée avoir développé des tests sanguins peu coûteux, une femme aveuglée par son ambition. Stéphanie, Marc, est-ce que vous conseillez tout d'abord à nos auditeurs de regarder The Dropout ? Bon alors moi, si les arnaqueurs, j'ai un petit faible pour eux, l'arnaque en tant que telle, c'est pas le thème que je préfère. Mais je connaissais l'histoire d'Elizabeth Holmes et j'étais vraiment curieuse de voir son histoire racontée par le prisme de la fiction. Dans les bons points, je trouve qu'Amanda Seyfried, elle est juste parfaite. C'est le casting idéal. Elle est à la fois bonne physiquement, en fait, par rapport à la vraie personne, et elle est très bien dans son jeu. Elle a un côté très inquiétant. L'intrigue, elle est globalement prenante. En revanche, j'ai un bémol, je suis un peu déçue par la narration que je trouve trop classique. J'aurais préféré, par exemple, une mise en scène un peu plus originale, vraiment axée autour du personnage central, qui est ce qui est le plus important et le plus intéressant dans la série. Et par contre, comme toutes les histoires inspirées de faits réels, ce qui est très amusant, je trouve, c'est d'aller chercher sur Internet, de fouiller, de se tenir au courant de ce qui se passe, etc., de faire des parallèles entre la fiction et la réalité. Et donc là, c'était vraiment passionnant. Donc globalement, je la conseille. Ce que tu avais fait, je crois, sur la série Inventing Anna, qui est sortie récemment sur Netflix, qui est aussi l'histoire d'une arnaqueuse, une histoire vraie. Exactement. Ouais, j'ai beaucoup cherché, beaucoup regardé tout ce qu'il y avait sur elle. C'est assez fascinant d'essayer d'entrer dans leur tête. Et toi, Marc, alors est-ce que tu as aimé essayer d'entrer dans la tête d'Elizabeth Holmes dans The Dropout ? Écoute, moi de mon côté, j'ai vu les 4 premiers épisodes donc la moitié de la saison en fait, parce qu'il y a 8 épisodes, je sais pas si on l'a dit. Comme Steph, je suis très vraiment, enfin j'adore Amanda Seyfried, je trouve que c'est une super actrice. Et là encore, je trouve qu'elle prouve à quel point effectivement elle peut se transformer sans faire grand chose. C'est-à-dire il y a pas de transformation physique particulière. Oui, c'est vrai, on la reconnaît tout à fait. Voilà, c'est vraiment une question de adopter un peu les tics du personnage qu'elle joue. Et ce qui est quand même, on l'a pas dit, mais elle joue au début de la série, elle joue en fait un personnage qui a 18 ans, 19 ans je crois. Et en fait ça passe, alors qu'Amanda Seyfried elle fait encore très largement plus que 18 ans, mais oui, voilà, elle fait encore très jeune et en fait elle arrive vraiment comme ça à prendre une espèce de gravité au fur et à mesure que son personnage évolue et change et grandit. Donc ça, encore une super performance d'actrice. Et oui, moi je suis plutôt séduit, en tout cas intrigué par The Dropout. C'est difficile de dire séduit parce qu'en fait c'est une série qui est assez il y a pas beaucoup d'empathie dans cette série, il y a pas beaucoup de personnages très sympathiques et donc c'est difficile. C'est un peu austère, faut prévenir un peu nos auditeurs. Voilà, et ça tient en fait à la nature du personnage même de Elizabeth Holmes, qui est quelqu'un effectivement qui est pas très attachant quoi, donc ce serait un peu bizarre de le rendre plus sympathique qu'il n'est vraiment. Mais je trouve que la série est vraiment intéressante. Et puis surtout ça nous fait rentrer dans sa tête en se disant mais comment cette jeune femme qui a 23 ans à l'époque où elle lance Theranos arrive comme ça à berner autant de gens, parce que là on part quand même dans des strates assez hautes, c'est-à-dire que parmi les investisseurs de Theranos il y avait quand même Henry Kissinger qui est un ex-secrétaire d'État, Rupert Murdoch qui est le grand magnat des médias, donc des gens qui ont a priori quand même un peu de bouteille.
Et il y a un intellect. Ouais, c'est ça, un intellect. Et on se dit qu'il y a une forme de conviction chez cette jeune femme qui fait qu'elle réussit quand même à les embobiner, quoi. Et surtout, elle s'embobine elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, elle croit à ses propres mensonges au bout d'un moment. Elle est enfermée dans ses propres mensonges, quoi. Et c'est marrant parce que ce côté, mais comment elle est arrivée à berner autant de gens et des gens effectivement de la haute société. On se pose aussi la question. Je reviens à Inventing Anna, oui. Mais il y a vraiment des parallèles parce que là aussi, c'était une jeune femme très jeune qui arrivait à berner tout le monde aussi de la même manière. Mais c'est souvent la question et on se demande comment les gens autour ont été aussi naïfs et on se demande quel est le ressort psychologique qu'ils utilisent pour pouvoir mettre tout le monde dans leur poche comme ça et leur faire croire des choses incroyables en fait. Et après il y a un autre truc qui m'a beaucoup intéressé dans la série, c'est aussi toute cette satire un peu de la Silicon Valley. Voilà, de la tech toute puissante, puisque ça se passe à Palo Alto, qui est vraiment le berceau de la Silicon Valley. Et il y a notamment une scène au début de l'épisode 3 où on voit les premiers iPhones, enfin les premiers acheteurs des premiers iPhones qui sont absolument hystériques devant le... C'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas, c'est vrai. Malheureusement. Et c'est assez drôle. Et en fait, le ton de The Dropout est intéressant parce que c'est un mélange. Il y a un côté comédie noire un peu. Il y a un côté drame psychologique parce que le personnage de Elizabeth Holmes, c'est quand même clairement un personnage avec des graves problèmes. Proche de la folie. Ouais, moi, en tout cas, sociopathe, clairement. Ouais, enfin, voilà, qui manque. Très effrayant. C'est ça, qui manque clairement d'empathie envers les autres. Et il y a un côté aussi, voilà, un peu historique que j'ai bien aimé. C'est-à-dire qu'en fait, la série commence au début des années 2000 et on arrive vraiment vers l'histoire récente. Puisque c'est une histoire en fait qui continue. Chaque époque est rythmée avec des morceaux de musique qui correspondent à l'époque. Et ça, j'ai trouvé ça très chouette. Ça donne un petit côté pop. Voilà, un petit touche pop qui est assez sympa. Dont des morceaux où tu te dis, ah oui, mais j'avais complètement oublié ce morceau de 2007, de 2004. Et du coup, ça donne aussi un côté assez fun à la série qui est ça renverse un peu le côté austère. Exactement, c'est ça. Qui, après, pour le coup, sinon, est assez austère. Ouais. Il y a un côté aussi tragicomique qui peut balancer ce côté austère aussi. On en parlait d'ailleurs quand elle fait semblant d'avoir une voix plus grave. Bon, bah c'est un côté assez drôle et en même temps effrayant. Ouais, c'est ça. Elle se regarde dans le miroir et elle essaye de faire des voix plus graves pour se donner plus d'importance et au bout d'un moment, elle commence à y croire tellement que ça devient sa voix en fait. C'est vraiment, elle parle comme ça maintenant tout le temps après ensuite, ouais. Hallucinant. Et après, moi, il y a une seule chose sur laquelle pour l'instant je suis pas très emballé, c'est la romance avec son personnage, le personnage masculin principal. Ah, je suis d'accord avec toi. Voilà, qui est pas très réussi. Je trouve qu'il y a pas d'alchimie entre les deux acteurs. Donc, clairement, on s'en fout. Voilà, c'est clairement on s'en fout. Faut le dire. C'est pas l'intérêt de la série. C'est ça. Alors que c'est quand même important dans la série parce que il a été un des associés avec elle sur Terranos, quoi. Mais je trouve que ça fonctionne pas trop. Par contre, il y a des très bons seconds rôles et notamment pour les fans de Succession comme Steph et moi, il y a Alan Ruck, voilà, qui jouait le grand frère, voilà. Et là, qu'on retrouve dans l'épisode 4, qui est absolument génial. Alors The Dropout, on le disait tout à l'heure, arrive après de nombreux programmes autour des histoires d'arnaque sur les plateformes. Alors voilà, je parlais tout à l'heure de la série Netflix Inventing Anna à laquelle on avait consacré un épisode à la demande que je vous propose d'écouter si ce n'est pas encore fait. Il y a aussi beaucoup de documentaires, on va y revenir tout à l'heure. Mais à votre avis, pourquoi ces programmes marchent autant en ce moment ? Moi, je pense que ça a toujours été quelque chose qui fascinait les gens de toute façon. C'est-à-dire les escrocs, les grands escrocs, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui colle parfaitement à ce que notamment Netflix, par exemple, veut faire, c'est-à-dire créer des espèces de buzz comme ça sur des histoires et utiliser vraiment des histoires vraies pour faire presque de la fiction. C'est-à-dire qu'en gros, même quand c'est des documentaires, Netflix réussit par le montage, par la narration à en faire des choses très accrocheuses. Et donc, je pense qu'il y a un potentiel dès le départ, en fait, qui accroche les gens. C'est-à-dire, en gros, on se dit, oh là là. C'est que c'est des histoires qui vont faire parler. Voilà, c'est ça. C'est des histoires qui va forcément fasciner les gens parce que c'est des histoires un peu hors du commun. Et c'est des gens, en fait, du coup, on se dit, c'est incroyable, comme disait Steph tout à l'heure, c'est incroyable que ces gens-là soient arrivés aussi loin. Donc, je pense que les histoires restent fascinantes, quelles qu'elles soient, finalement. Je pense aussi, c'est plus facile de s'identifier, en fait, parce que on se dit qu'on pourrait être à la place de quelqu'un qui se fait arnaquer. Bien sûr. On se demande, voilà, on se sent vulnérable, ça nous remet un peu en question. Et un côté un peu mise en garde, du coup. Exactement, il y a un côté un peu mise en garde. En tout cas, ça peut pas laisser indifférent de voir ces histoires-là. C'est moins éloigné que des histoires de tueurs en série où, voilà, on peut se sentir un peu plus éloigné, moins concerné. Et c'est aussi des histoires plus
facile à développer, je pense, parce que tu peux amener quelque chose de léger aussi, sans que ce soit mélodramatique, parce qu'il y a un côté arnaque, donc il y a des victimes, mais il y a aussi un côté, voilà, où c'est fascinant de voir comment c'est construit, presque ludique. Presque ludique dans la manière où tu vois comment il développe un petit peu une manière d'avoir une influence sur les autres. Le petit guide du bon arnaqueur. Exactement, voilà, c'est comme ces livres pour savoir convaincre ou les choses comme ça. Bah bon, on a tous envie en fait d'avoir ce pouvoir-là. Donc je pense que c'est quelque chose qui nous fascine aussi. Dans le genre, est-ce que vous avez chacun un coup de cœur peut-être à nous recommander dans la thématique? Alors moi, mon coup de cœur, ce serait l'arnaqueur de Tinder. Alors déjà rien que le titre, je trouve, est formidable. C'est tout un programme, toute une promesse. C'est un film documentaire dans lequel 3 victimes racontent comment elles ont été arnaquées de milliers de dollars sur Tinder par un séducteur et faux millionnaire. Il s'appelle Simon Leviev. Alors ça, c'est son faux nom. Son vrai nom, c'est Shaimot Ayud. Ça a été fait par les mêmes réalisateurs que le docu-série de Don't Fuck With Cats, un tueur trop viral, un peu long ce titre. Sauf qu'ici, donc il y a pas de meurtre et le ton est beaucoup plus léger. Il y a des moments d'ailleurs où j'ai beaucoup ri. Alors je sais pas justement si ça fait de moi une bonne personne ou une mauvaise personne, mais bon, c'est le cas. Et au-delà de ces arnaques incroyables, alors vous verrez, ceux qui n'ont pas vu le documentaire, c'est quand même hallucinant jusqu'à quel point il arnaque des jeunes femmes. C'est la réaction de l'arnaqueur lui-même après la diffusion du documentaire sur Netflix. Le type a vraiment un aplomb incroyable. Il a donné des interviews et pour peu, c'est lui la victime. Et il projette de monter une émission de dating. Il donne des interviews dans plein d'émissions. Il se montre. Il est revenu sur Tinder. Il est sur Instagram. Il prétend être un grand romantique et c'est incroyable quoi de l'écouter. Lui aussi, il croit à ses propres mensonges. Je pense c'est un peu comme Elizabeth Holmes. Ouais, totalement. Je pense, ça réussit. Donc je pense qu'il continue en fait. Tant que ça marche. Tant que ça marche. Et je crois que ça marche encore plus d'ailleurs depuis le documentaire. Et ce qui est intéressant quand on regarde le documentaire, c'est aussi d'écouter le podcast. Netflix a fait un podcast en plusieurs parties qui complètent le doc. Et ça nous apprend plein de choses, notamment que Simon aurait aussi arnaqué son chauffeur, son garde du corps et pas que des femmes. Donc c'était pas que sur le mode séduction. Et on découvre aussi des choses de son enfance qui expliquent son rapport à l'argent, au luxe. Et puis il y a une anecdote vraiment hilarante où il est question de pull Gucci et de soldes Zara, mais je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça par vous-même. Très bien. Et toi, Marc, alors? Moi, je vais aussi conseiller un documentaire aussi sur Netflix, Les Rois de l'arnaque, qui est sorti l'an dernier, un documentaire français réalisé par Guillaume Niclou, qui est un réalisateur de cinéma bien connu, qui fait des films depuis une vingtaine d'années. Et alors le documentaire, le pitch, c'est 3 escrocs qui ont orchestré en gros une arnaque à la taxe carbone. Mais en fait, moi, c'est pas vraiment l'histoire en elle-même qui m'a passionné, c'est la personnalité des 3 escrocs et surtout l'un d'entre eux, Marco Mouli, qui est le personnage principal, qui est un escroc bling bling à faire pâlir justement l'arnaqueur de Tinder. C'est un peu les affranchis qui rencontrent la vérité si je mens. Je pensais pas entendre ça un jour, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que il y a un côté, ils se prennent pour des gangsters d'un film de Scorsese, mais ils sont quand même plus, ils sont plus vendeurs de tapis qu'autre chose, quoi, de chaussures qu'autre chose, quoi. Mais ils ont un bagou incroyable. Et là, ça se voit dans le documentaire. Et tu te dis, là, pour le coup, en sortant du documentaire, je me suis dit, ouais, là, peut-être je comprends. Peut-être je me serais fait arnaquer, moi aussi. Parce que les mecs ont quand même un bagou incroyable, ils t'embobinent, et donc le Marco Mouli, donc le personnage principal, voilà, c'est un personnage, comme disent les Américains, bigger than life, complètement incroyable, qui connaît tout le monde, qui a fait des fêtes avec Puff Daddy, voilà, c'est vraiment incroyable, c'est très drôle, c'est aussi très bien réalisé. Il y a vraiment des séquences un peu presque oniriques des fois qui sont vachement bien réalisées. Donc il y a la touche Guillaume Niclou qui joue, je pense. Mais Les Rois de l'arnaque, ouais, c'est vraiment super sur Netflix. Alors, faudrait faire un dîner avec Marco et Simon. C'est ce que j'allais dire. La semaine dernière, on a fait un épisode à la demande sur les émissions les plus improbables de Netflix. On pourrait imaginer l'année prochaine une compétition entre les arnaqueurs les plus célèbres. C'est vrai, question de télé-réalité. Mais pour finir, je voulais dire quand même, c'est intéressant, on a choisi tous les deux des documentaires. Et je pense que ça dit quelque chose aussi de la force de ces histoires-là. C'est-à-dire que la fiction, des fois, est un peu à la remorque par rapport à la réalité. Ça dépasse la fiction, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. La réalité est tellement forte que finalement les documentaires, surtout quand ils sont réalisés sur le mode que Netflix privilégie depuis quelque temps, est tellement accrocheur que c'est très très dur de faire une fiction derrière, quoi. Ouais, c'est vrai.
Voici à présent l'heure de la carte blanche. Cette semaine, c'est le comédien Jean-Michel Tinivelli qui a récemment fait ses adieux à la série de TF1 Alice Nevers, qui vous dévoile son coup de cœur pour la série American Rust à voir sur MyCanal. J'ai aimé cette ambiance lourde, j'ai aimé j'ai aimé cette enquête, parce qu'en fait, une fois de plus, on est dans la série policière, et nous aussi, on était dans une série policière, donc je pense que quand on vend de la série policière, il faut que notre enquête soit ficelée et qu'elle qu'elle nous intéresse, quoi. Et là, on nous emmène dans une espèce d'univers un peu glauque, dans une ville où il y a beaucoup de chômage, avec des gens qui rament, et ce qui est intéressant, j'ai aimé cette ambiance-là, j'ai aimé l'enquête, j'ai aimé ces acteurs, et j'ai aimé surtout les personnages, quoi. Ils ont tous un destin et tous on suit ces personnages un peu cassés, les uns en peine, un peu, et tout ce tableau est dépeint d'une façon assez intelligente et touchante. Et c'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Stéphanie et Marc pour votre participation. Merci Laurence, j'espère qu'on n'a pas été trop des escrocs. Mais si, moi j'espère. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux programmes sur les plateformes avec le prochain épisode d'À la demande. Bonne semaine à tous. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.